Chers amis, bonjour, bienvenue. Voici une nouvelle émission sur ABC pour partir à l'aventure. Avec cette phrase que vous avez dans le développement personnel, dans le domaine de la spiritualité, entendue 1000 fois, sortir de sa zone de confort. Alors ça veut tout et rien dire. Chacun ira évidemment de son petit curseur, mettra à niveau sa propre exigence quand il s'agit de sortir justement de sa zone de confort. Certains ont décidé de pousser jusqu'à l'extrême limite de ce que peut endurer le corps et le mental, en allant explorer le monde. C'est le cas de mon invité qu'on va recevoir dans un instant sur ce plateau, faire face à tous les défis, à tous les dangers, faire face à la mort aussi parfois. Alors on peut se demander pourquoi s'infliger ça? Pourquoi aller jusque-là dans ses doutes, ses peurs? Quand retire-t-on en définitif? C'est vraiment presque un document que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui sur ABC Talk TV avec mon invité qui est un aventurier de l'extrême et qui a accepté de venir à Paris. C'est peut-être ça l'aventure, en fait. Il s'appelle Louri Lag, il est sur ABC, à tout de suite. Voilà, merci d'être avec nous. Louri Lag est ici. Bonjour. Salut. Je suis ravi de t'accueillir sur ce plateau. Et moi, ravi d'être là. Merci Vraiment. invité. Merci. On va parler de ton parcours. On va parler de ce parcours si inspirant. Je t'ai vu, j'ai fait un petit aparté rapide en disant que peut-être que l'aventure, en fait, in fine, c'est de venir à Paris. Ouais, mais c'est presque une des plus grandes aventures. Paris, c'est un climat qui est très dur pour moi. C'est vrai. Les embouteillages, les gens qui sont pas spécialement heureux, il n'y a pas de nature, donc je souffre un peu. Ouais, dit-il, alors que voilà, c'est quand même quelqu'un, vous allez voir, qui a vécu entre les moins 50 et les plus 50. Ouais, j'ai déjà fait plus 60 et moins 66, donc 120 degrés de différence. Ouais. Mais effectivement, Paris, le rural est toujours aussi compliqué. Voilà le livre qu'il faut absolument que vous puissiez d'abord offrir ou vous offrir tout simplement. C'est un livre passionnant avec des images sublimes qui est Louri Lag, Horizon extrême, avec une préface d'un incontournable Mike Horn. Bien entendu, on va y revenir dans quelques instants. Mais ce livre, c'est la classe. C'est la classe. C'est vrai. On a fait le choix de faire un livre qui est un objet visuel artistiquement parlant très beau, avec un graphisme très prononcé, avec ce choix de photos pour lequel on a eu beaucoup de mal, on s'est beaucoup disputé comme je le disais tout à l'heure. Mais voilà, on a réussi, on a fait le choix de mettre plein de belles photos, on s'est vraiment embêté pour dire vraiment pas galérer à ramener ces images, parce que c'est toujours très difficile de ramener des images des milieux extrêmes. Faire marcher son appareil à moins 60 ou à plus 60, c'est une galère de fou. Et on s'est embêté à mettre plein de photos. La vocation de ce livre, c'était vraiment, moi j'ai des enfants, de faire un livre pour les petits et pour les grands. Parce qu'il y a des images magnifiques dessus, Exact. il y a des images qui font peur. Exact. Aussi, il y a des images où on peut trembler. Est-ce que les petites l'ont vu? Bah oui, j'imagine. J'ai dédicacé un exemplaire à chacune de mes filles parce que voilà, j'ai envie que ça reste un petit peu dans l'histoire, c'est un petit peu moins privilégié. Et effectivement, je leur ai offert ce livre à Pita et Ellie, chacune d'elles. Et elles ont passé beaucoup de temps à regarder les images, mais elles sont à prendre un apprentissage de lecture aussi, donc c'est enrichissant de comprendre où est-ce que papa va quand finalement il quitte le foyer familial. Alors juste un truc, c'est écrit très petit. C'est le but. Il faudrait écrire un tout petit peu plus gros. Ouais, peut-être. Bon. On ne l'a pas donné à mamie encore. On va revenir sur ton parcours parce Oui. que aujourd'hui, tu te considères comme quoi? Un aventurier de l'extrême? Oui, clairement, oui. Je suis aventurier. Encore explorateur, c'est un terme qui est difficile encore à utiliser parce que le globe a été bien exploré, mais il y a des endroits qui sont tellement reculés, voire parfois déjà encore inexplorés ou très peu, que le terme explorateur a encore du sens chez moi. Et surtout parce que je pratique beaucoup de disciplines avec des dents et j'évolue dans des biotopes complètement différents. Je ne suis pas un spécialiste dans un domaine. Je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. C'est pour ça que je marche sur les dignes traces du patron Mike. C'est parce que j'évolue aussi bien dans le chaud que dans le froid, que dans le tropical, que sur l'eau, que dans des endroits gelés à moins 66. Et voilà, un peu frustrant de ne pas réussir à exceller dans un domaine, mais je me démerde partout. Bah, tu t'offres des records du monde quand même. Je m'offre des records du monde. Et bientôt une double tentative encore une fois. Bon, on en parlera dans quelques instants. Alors, les gens, ils vont se dire, et je l'ai dit d'ailleurs dans la présentation, pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Pourquoi est-ce qu'on va chercher ça? Pourquoi est-ce qu'on pousse les capacités de notre corps, aussi bien sur le mental que sur le physique, dans des situations aussi extrêmes? Pourquoi est-ce que tu t'infliges ça? Pour plein de raisons différentes, parce que la première déjà, c'est que pour moi, ce n'est pas m'infliger quelque chose.
En fait, moi, on m'a infligé une éducation, on m'a infligé un mode de vie que je n'ai pas choisi pendant toute mon éducation, pendant toute mon enfance, et qui m'a emmené dans des chemins, dans des endroits qui m'ont beaucoup déplu. Euh, Toute ma vie, j'ai été en quête de quelque chose, de recherche, d'accomplissement, de découvrir quelque chose et pas écouter les gens qui me disaient fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, et suivre ces sentiers un petit peu que tout le monde empruntait. J'ai tout de suite voulu en fait découvrir les choses par ma propre personne et j'ai été très bridé. Et j'ai eu une enfance très difficile, j'ai beaucoup souffert de l'éducation de mes parents, de la façon dont ils ont géré leur aîné. Moi, je suis l'aîné d'une fratrie de 3 garçons, très dissipé, euh, hyper actif, très dur à gérer. Mais j'ai passé toute ma vie finalement à survivre pour réussir à m'en sortir. Que ce soit des crochets de mon père quand j'étais jeune, parce que c'était très dur à la maison, que c'était très violent, de ma mère psychologiquement plus tard, de ma propre quête, en fait, de mes propres choix. Très jeune, je suis tombé dans la délinquance, j'ai un chemin de vie très cabossé, jusqu'à aller à la détention, j'en parle dans mon livre ouvertement, parce que c'est ça qui m'a forgé, mais toujours dans un univers de la survie. Et puis, j'ai essayé de devenir plus conventionnel avec les années. J'ai essayé de monter une entreprise, j'ai essayé de monter des choses qui peut-être étaient une exploration autre. Et ça ne m'a pas du tout plu. Ça ne m'a pas plu pour plein de raisons différentes. C'était que rester chez soi, à gagner beaucoup d'argent peut-être, ne Oui, m'a parce pas du qu'elles tout ont animé. marché, elle a marché ta société. Mes boîtes ont bien marché, extrêmement bien, mais ça m'a beaucoup déplu de tomber dans un schéma classique où il ne se passait rien, puis je manquais d'adrénaline, je manquais de quelque chose. Et donc en fait, trouver cette discipline et en faire un métier dans l'aventure était une simple continuité de toute ma vie, qui fait que j'ai pas l'impression, là je repars dans pas longtemps et tout le monde me dit « Ah là c'est affreux, tu repars, oh là là, mais tu vas souffrir le martyre », alors que pour moi c'est la délivrance. Oui, parce que dans ton livre, à chaque fois, chaque expédition, tu dis, il y a une vraie part de plaisir. Ah oui, moi j'éprouve beaucoup de plaisir justement pour cette introspection qui est certainement la plus grande manière d'être dans son introspection, d'être seul face à soi-même, à ses choix de vie, mais aussi à ses choix de volonté d'être sur le terrain, de se confronter à la nature, qui est bien plus grande que nous, sur laquelle on n'a jamais de contrôle. C'est sortir de sa zone de confort pour en fait se rappeler à quel point on a de la chance d'être en bonne santé, de rentrer chez soi dans un écosystème matériel qui marche, qui fonctionne bien, qu'on perd de vue. C'est aussi une manière de se rappeler à l'ordre. Moi j'appelle ça ma piqûre de rappel. C'est ma piqûre de rappel pour me rappeler en fait qu'il y a un début, il y a une fin dans la vie, et entre, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, on ne va pas faire de la psychologie de bas étage, mais c'est vrai que quand on t'écoute, le parcours de vie dont tu parles, l'éducation dont tu parles, le rapport à tes parents, à ton père en particulier, à qui tu rends hommage dans cet ouvrage d'ailleurs, on en parlera aussi, j'allais dire le raccourci un peu rapide, c'était de dire la souffrance que tu as pu avoir dans ton enfance, enfant battu et autres, est-ce que tu ne recherches pas cette même souffrance dans les expéditions que tu vas mener? Déjà, il y a quelque chose qui est très important de raconter. C'est que la souffrance n'est pas mauvais. Les gens pensent que la souffrance, c'est dur. Souffrir, c'est juste être appelé à l'ordre. Ça nous dérange parce que ça nous sort de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, pour lequel on perd le contrôle. Mais souffrir fait directement partie de la vie de tout être humain. Souffrir de la mort d'un être qu'on aime, d'une séparation, d'une déception. On souffre continuellement d'un job qu'on n'a pas eu, de quelque chose. Donc c'est juste à quel degré et jusqu'où en fait on met la barre de la souffrance, et est-ce que oui ou non c'est mal. Et si on comprend que la souffrance est un outil d'expression, un outil de travail, eh bien ça devient moins un frein. Et moi aujourd'hui, j'utilise la souffrance physique, la souffrance psychologique, et j'ai décidé de transformer cette souffrance d'enfance qui était mal dirigée en quelque chose de canalisé et mieux dirigé. Voilà. La seule différence, c'est que la plupart des êtres humains, en règle générale, essaient de ne pas faire face à cette souffrance ou de ne pas supporter cette souffrance. Toi, tu vas la chercher, tu la provoques et tu la crées. Moi, je ne m'estime pas comme la plupart des autres humains. Ça, c'est clair et net. Ça, au moins, c'est réglé. Non, mais c'est vrai, parce que je trouve que l'être humain est fait d'une fainéantise absolue et qui vit dans une utopie démentielle.
Moi, pour moi, se lever le matin en essayant de repoussant le plus loin possible le fait que la mort arrive tôt ou tard et que quand on arrive à 50 ans sur son âge un peu avancé, qu'on se dit on va arriver dans un cycle de notre vie où c'est plus la fin que le début, merde, j'ai pas fait ça, merde, j'ai loupé ça. Moi, personnellement, ça m'emmerde terriblement, ça. Moi, je réfléchis pas du tout comme ça. Donc, déjà, de base, je comprends pas l'être humain. Je comprends pas cette façon de toujours repousser, de procrastiner, de voir pas plus loin que le bout de son nez en pensant que ça sera plus tard. Non, c'est maintenant, en fait. C'est de suite. Et c'est pas quand on a moins de moyens, des capacités physiques ou psychologiques qu'il faut se secouer. Et je trouve que ce schéma, il est trop surfait. On a trop vu ce schéma et tout, alors que moi, je ne réfléchis pas du tout comme ça. J'ai fait face à la mort un milliard de fois, je suis issu de la survie, ça m'a certainement donné des appétences qui me donnent envie de profiter de la vie parce que j'aime la vie, j'aime profiter des gens que j'aime, mais à côté de ça, j'ai besoin de me sentir vivant. J'ai besoin de me sentir exister à travers des quêtes que je mène qui sont très personnelles. Alors ça veut dire que, puisque tu es issu d'une fratrie, tu parlais de tes frères, Ouais. vous avez donc eu la même éducation, parfois difficile, tu l'as dit. Tout à Est-ce fait. qu'ils sont dans le même profil? Moi, je suis l'aîné de ma famille, donc de mes frères. J'ai 2 frères. Moi, j'ai plus bouffé parce que je suis le premier. Le second, moins, mais c'était un peu border. Et puis, il a évolué un peu avec la psychologie de ma mère, donc c'était un peu le garçon perdu. Puis le dernier, 100% éduqué par ma mère, parce qu'à un moment donné, mes parents ont divorcé, dû à toutes ces choses, et puis Hmm. à plein de non-dits qui ont explosé. Et finalement, on est 3 profils complètement différents. Mon frère Simon a beaucoup marché sur mes traces, dans la violence, dans la quête, dans la recherche de soi, à travers la délinquance, à travers des choses, mais sans tomber dans cet extrême-là. Moi, je suis très, très, très extrême. Et à contrario, le dernier est passé pas du tout par ce cheminement-là, puisque mes parents ont divorcé avant. Il était très jeune, on a 6 ans d'écart, et donc il a emprunté tout à fait un autre chemin. Tu en as beaucoup voulu à ton père. Oui, mais quand on est enfant et qu'on a envie juste que notre père nous regarde ou que notre parent, en fait, que ce soit une mère ou un père, et qu'on nous dise je suis fier de toi, et puis qu'en fait finalement toi tu fais rien pour rendre fier tes parents, et que ça n'arrive pas, c'est sûr que c'est très compliqué déjà de base. Donc j'ai cherché de la reconnaissance là où j'ai pu, et je l'ai cherché dans plein de domaines différents, que ce soit l'entrepreneuriat, la délinquance. J'ai cherché à ce qu'on me regarde et ça a été le cas. Et encore aujourd'hui, après avoir monté des boîtes à succès, après faire le tour du monde, à établir des records du monde, à faire des livres qui se vendent en best-seller, machin et tout, parfois il me manque encore le regard de mes parents. Et c'est terrible. Donc oui, j'en ai beaucoup voulu, je pense que c'était normal. Lui n'a pas eu de père, ma mère est issue d'un milieu très populaire avec des parents très violents aussi, donc il y a tout cet écosystème qu'on ne contrôle pas et avec lequel on doit évoluer. J'ai évolué avec cet écosystème-là, voilà, et je crois qu'on a le choix à un moment donné de s'en défaire ou de ne pas s'en défaire. Moi, j'ai fait un choix de casser un cycle, de m'en défaire, de ne pas éduquer mes enfants comme ça, pour la première des raisons, c'est Eh oui, celle-là. eh oui. Et ensuite, de transformer toute cette violence, ce mal-être, cette déchirure, ces choses-là, en quelque chose de magnifique. Et ça s'appelle le dépassement de soi. Tu crois au transgénérationnel pour le coup? Ouais. Ouais. Mais en fait, moi je pense que pour plein de raisons différentes, on a complètement changé d'époque. L'époque de mes parents, et qui était une époque, mon père est issu d'une très grosse fratrie de 6 frères et une sœur, dans une éducation très catho. On se tient droit à table, pas de musique, les coudes, on les met pas à table, on a les poings, on fait la croix sur le pain, impossible de retourner des aliments, on ne parle pas en mangeant. J'ai grandi dans cette éducation-là qui est révolue. On est dans une éducation révolue, donc il y a le middle chemin entre je deviens un fervent un enfant de TikTok à 7 ans et je ne mets pas les coudes sur la table. En fait, il y a un gap. On était dans les années 2000, on a trouvé la technologie, on a trouvé Internet, on a trouvé des révolutions dans plein de domaines différents. Voilà, je pense qu'il faut aussi vivre avec ces générations sans perdre les valeurs ancestrales qui sont très importantes. Moi qui compte beaucoup, une poignée de main, un regard, ça vaut plus que n'importe quel autre contrat. Et à côté de ça, il ne faut pas tomber non plus dans ce côté où on ne comprend pas l'évolution. Et on passe à côté de certaines choses, comme la technologie qui nous permet d'aller plus loin, plus fort, de faire des choses plus dingues. Voilà, moi j'ai l'impression que je suis pile poil entre les deux, entre cette ancienne génération plus conventionnelle et puis cette nouvelle très évoluée, très tech. Et je vois même la nouvelle génération qui est encore différente. Et voilà, moi je m'estime très chanceux en tout cas. Ah oui. Ah oui. Parce que j'ai hérité de très belles valeurs. J'ai hérité de quelque chose où, à cette époque, les valeurs avaient du sens.
Et aujourd'hui, Que l'on dire perd aujourd'hui? que l'on perd considérablement. Que l'on perd considérablement. Moi, je suis quelqu'un de très dur dans le business, je suis quelqu'un de très dur avec mes relations parce que je suis quelqu'un en lequel la confiance est très dure à avoir. Parce que la vie passe, le temps passe, on ne peut pas faire confiance à n'importe qui, on ne peut pas perdre des années comme ça. Pour moi, c'est inacceptable. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui se disent c'était mieux avant? Avec mon frère, on rigole souvent. On se dit, si on avait été né à l'époque des chevaliers, on aurait été des légendes. Et puis à l'époque, il n'y avait pas des empreintes digitales, on aurait fait 1 million de casses. Et puis, donc, et voilà, et puis on évolue, donc c'était mieux avant. Pour plein de raisons, oui, et pour plein de raisons, non. Je pense qu'après, on peut faire le choix aussi de refuser de vivre dans sa génération. Et ça, c'est un choix que moi, je décide de ne pas faire. Je décide de vivre dans ma génération et de le faire correctement et puis de profiter des valeurs ajoutées. Bon, en tout cas, tu as dérapé un peu dans ta Ouais, première complètement. partie de vie, clairement. Complètement. Vivre avec un bracelet, etc. Ouais, bracelet Enfin, voilà, électronique, bracelet électronique, voilà, il y bon, avait tout ce qui était casier attenant. judiciaire, Ouais, etc. Mais tu sais qu'effectivement, tu as besoin de cette autorité, tu as besoin de ce dépassement de soi qui est absolument nécessaire dans ta vie, jusqu'à te dire que tu veux rentrer à la Légion étrangère? Ouais, la Légion a été une option. C'est vrai que l'armée était déjà une grosse option. J'avais besoin d'être cadré. Mon père n'arrivait pas à me cadrer. Il me cognait sur la gueule pour essayer de trouver des solutions. Ça marchait pas. Je me suis dit, faut que je m'inscrive à l'armée. Et l'armée, on m'a dit, t'as un casier. Puis je me suis dit, il me reste qu'une option. Moi, quand j'étais jeune, j'étais omnibulé par l'argent aussi. Je voulais devenir millionnaire à 20 ans, ensuite millionnaire à 30 ans, puis ainsi de suite. Puis je me suis toujours dit, quand c'est que ça va arriver et comment ça va arriver. Et puis j'ai choisi des quêtes complètement différentes. Puis cette dimension de l'armée, la sueur, la difficulté, le On y physique, revient à chaque fois. je me suis dit que ça pouvait me correspondre. Ouais. Et là, évidemment, toute ta famille ne l'entend pas de cette façon. Pas du tout. Et va te dissuader. La mère de mes enfants, justement, avec laquelle j'étais encore à l'époque, j'ai passé 11 ans avec la mère de mes enfants. C'est une personne que j'aime passionnément encore, on s'entend très très bien, mais on est séparés. Et nous n'avions pas encore d'enfants, c'était donc aussi ça. A été complètement abasourdie, Dévastée à l'idée dévastée. que tu puisses faire la Légion étrangère. Elle a su qu'elle me reverrait jamais. Et puis déjà, à cette époque-là, j'étais quand même quelqu'un de très douteux et très branlant. Donc c'est sûr que là, ça aurait mal terminé. Mais ils se sont opposés à moi. Et puis finalement, je suis là devant vous aujourd'hui. Bon, alors on va parler. Voilà, il fallait retracer un petit peu la manière de la manière dont tu as grandi. Je pense que c'est important qu'on en parle. Bien sûr, le cursus, c'est ce qui fait qu'on va parler d'autres choses aujourd'hui. Et puis c'est ce qui fait aussi ce que tu es aujourd'hui. Exactement. Clairement. Exactement. Alors, il y a eu effectivement, alors tu as commencé les stages commando en Amazonie, l'Amazonie guyanaise, où tu apprends évidemment toutes les techniques de survie avec l'armée. C'est la base de ce que tu vas devenir aujourd'hui, explorateur. Ça t'a servi, j'imagine. Ouais, ça m'a beaucoup servi. Après, je pense que la base, elle revient beaucoup plus loin. Elle revient encore une fois à l'éducation de mon père, qui très jeune nous a appris à chasser, pêcher, qui nous a appris à nous débrouiller dans la nature et à dire, les gars, là, t'as tué, tu rentres pas tant que c'est pas dépecé. Ça, on mange ce qu'on tue. Donc, il y a une dimension de survie très primitive, déjà très jeune. Construire des cabanes dans les arbres, nous, à 20 ans, on construisait des buildings en dur, pour de vrai, puisqu'on s'est dirigé vers ce côté manuel. Et ce qui fait qu'on a une vraie éducation de la survie. Et j'ai nagé dedans bien avant d'arriver au stage commando. J'avais déjà des grandes appétences. Ah ouais. Et en arrivant au commando, je me suis dit, c'est juste le climat qui est difficile. C'est le côté Amazonie qui est dur. Mais l'Amazonie a été un bon élément déclencheur aussi, puisque ces stages m'ont beaucoup plu, trouver un nouveau climat. Moi, j'avais toujours évolué que dans ma petite forêt de France, avec des champs, des trucs à droite à gauche ou quoi. Mais évoluer dans des nouveaux biotopes et tout, a créé, en plus de cette interdiction de quitter le territoire, une envie de me diriger vers quelque chose de plus extrême qu'un voyage en backpack. À quel moment il y a ce déclic? À quel moment tu switches et tu te dis je vais devenir un aventurier parce que je vais pousser les limites Je me rappelle très bien ça. Je me rappelle extrêmement bien. C'est comme si c'était hier, ça. J'avais ma boîte et puis je commençais à saturer déjà psychologiquement. Et puis je me dis, je voyage plus, je me fais chier, quoi. Je fais des millions de chiffres d'euros d'affaires, je gère 20 bonhommes, mais il n'y a rien qui me fait vibrer. Et je prends un billet pour aller en Asie, et puis je me retrouve en Asie. Et puis ils perdent mon sac, et puis je me dis, putain, j'ai plus rien. Et en fait, c'est ça que j'aime.
Et là, c'est un gros retour aux sources de mes premiers voyages à l'ancienne, où je me dis, il va falloir se débrouiller, et je me débrouille. Et il y a un gars qui découvre que j'étais en train de remonter le Mekong à la rame, en train de convoyer des pirogues qui avaient été taillées dans des arbres. Euh, et, euh, et là, il me dit, il faut absolument que tu fasses une émission de télé. Ouais. Ils m'ont recruté pour ça. Toi, c'est fait pour toi, c'est à poil, c'est super dur, c'est extrême. Je lui dis, mais j'en ai vraiment rien à foutre. Une sorte de Survivor. Une émission qui est Mais- encore d'actualité. Moi, j'ai fait la première saison. C'était à l'époque, ça s'appelait Retour à l'instinct primaire sur RMC Découverte. Moi, j'avais encore une fois ce bagage de la survie. Et donc, quand le mec m'inscrit à mon insu c'est ça. pendant mon aventure en Asie, puis j'y prête pas attention. Puis quelques mois plus tard, je reçois un appel de la prod qui me dit Salut, Louri. Je dis ouais. On vous attend à Paris pour le casting. Je suis foutu de ma gueule. Non, vous avez donné votre profil, on est très intéressé, machin et tout. On lance la nouvelle saison de Retour à l'instinct primaire. Je dis qu'est-ce que c'est et tout. Mais c'est une émission où vous êtes nus, vous avez droit qu'à un. Ah, je dis c'est cette merde là. Et la meuf elle me dit oui, mais venez quand même et tout. Puis il me paye le billet, puis je vais à Paris et tout. Puis le mec, pas mal. Le mec me dit si vous pouviez avoir le choix, vous iriez où? Et moi je dis bah, si je pouvais avoir le choix, j'irais là où j'en chierais le plus. J'irais en Afrique du Sud, là où il n'y a rien. Il me dit ok. Il me dit ça vous intéresse et tout. Je dis ouais, il y a l'air d'avoir un peu de survie et tout, ça peut m'intéresser. Il me rappelle, t'es pris, tu pars en Afrique du Sud. Donc évidemment, en vrai, on ne peut pas dire que c'est moi qui ai choisi, mais ma demande a été en sous-entendu. Je me retrouve en Afrique du Sud en binôme à devoir survivre. Et là, je suis avec un binôme que je n'ai jamais vu. Il y a un côté très télé-réalité, Adam et Ève, qui me dérange un peu. Puis très rapidement, je comprends que c'est quand même de la survie. Parce que tu n'as rien. Il n'y a rien. Il y a juste la machette indienne. En fait, tu as droit à un objet pour partir là-bas. Et elle a pris un bol pour un réceptacle pour mettre de l'eau. Et moi, j'avais pris un tomahawk. Un tomahawk. Et je prends ce tomahawk. Et tu es nu. Et je suis tout nu. Et je suis à Walpé avec le sac en bandoulière où il y a le micro dedans et tout. Incroyable. Et je me dis, ça va pas blaguer. Et on se retrouve, et moi je marchais déjà beaucoup pieds nus à cette époque-là, puis on se retrouve 50 degrés à marcher sur les caillasses. Et là, je l'entends derrière couiner. Ah, mais je vais jamais tenir et tout. C'était super dur. Les pieds brûlés au contact des pierres et tout. Et ça, tu racontes dans le livre, il y a les photos, hein, Ouais. évidemment. Je raconte en fait ce bout d'émission et puis je raconte comment en fait je me suis senti encore mieux quand elle a abandonné et que j'étais tout seul. Et puis là, j'ai commencé à vivre au milieu des pumas, des éléphants, des girafes et à créer mon écosystème à moi qui m'appartient et à faire littéralement le buzz sur les réseaux. C'est l'épisode le plus vu de la saison 1 de Retour à l'instinct primaire. Et donc je comprends qu'il y a un côté Bear Grylls. Chaud, à la fois je suis un bon showman et à la fois je suis doué dans la survie. Bear Grylls qui fait plus de l'émission télévisée que de la survie, mais je découvre aussi le profil de Mike, auquel je m'intéressais. Mike Horn. Et puis je me dis, waouh, putain, le gars, quoi, grosse paire de couilles. Ah ouais, ça j'aime. C'est un boulot ça? je vais faire pareil. Je vais faire ce métier. Et là, je me dis, je rentre. Et puis j'avais eu beaucoup d'expérience avant dans plein d'endroits différents et tout, du monde qui me dit, je m'en fous, moi je veux aller partout, je vais voler partout. Puis je commence à me faire un désert pieds nus, à faire un record du monde, machin, truc, bidule. Ouais. Je me dis, ça m'a pas l'air si compliqué ces conneries-là. Comment on en vit? Alors la grande énigme, comment on vit de l'aventure à cette époque-là? Les sponsors, partenaires. Mike, lui, dans son univers, dès le premier qui rafle, Panerai, Merco et tout, tu te dis putain, qu'est-ce qu'il fait de plus que moi, bordel? Super dur, trouver un écosystème et tout. Puis au fur et à mesure, j'apprends, je monte des écosystèmes, je fais des essais, je fais dans le chaud, dans le froid, de machin. Puis je me dis bordel, je suis partout. Je commence à trouver un modèle économique viable. Et puis je me dis, ben voilà, il y a des sponsors, il y a des équipementiers, il va y avoir toute une dimension business vraiment autour de ça qui m'intéresse fortement. Et puis voilà, et puis me voilà, je sais pas, 5-6 ans plus tard, à monter des expés à 1 million d'euros pour partir réaliser des doubles records du monde, faire des grands films, faire des livres,
faire des rencontres incroyables avec ce dépassement à chaque fois de soi face aux éléments qui m'animent Alors, profondément. c'est extraordinaire parce que il faut absolument que vous regardiez le livre parce qu'évidemment, il y a des images incroyables et puis il y a aussi des petites anecdotes. Et puis il y a C'est aussi clair. des infos très pratiques pour ceux Mais- qui ont envie de se lancer dans l'aventure. Bon, En enfin fait, bon, celle-là, elle est quand même particulièrement extrême. J'en ai chié. Mais oui, C'est ça la vérité, c'est que j'en ai chié terrible. Et j'ai risqué ma couane. Et aujourd'hui, quand je demandais des infos au tout départ, personne ne voulait en donner. C'était des gros concours de bits. Ah non, moi je suis plus fort que toi. Mike, au départ, quand il a compris que j'étais rien ni personne, puis il s'en foutait, il me suivait, il me likait mes photos sur les réseaux. Quand il a commencé à comprendre que je devenais un gars qui allait rentrer dans son game, là d'un coup, c'est devenu la guerre. Le mec gentil, je lui dis je pars là-bas, réaliser ce que tu as fait et tout. Et il n'y a pas eu cette histoire de passation qu'il y a eu des années plus tard, qu'il y a eu et pour laquelle il a fait la préface de mon livre et je retrouve en Louvry quelque chose que j'avais au départ. Mais au début, c'est la guerre. l'acceptation du cercle Ah ouais. a été difficile. Ah ouais, au début c'est la guerre. Ouais, Au c'est la début guerre. c'est la guerre, il a fallu que je fasse mes preuves, Ouais. que je fasse des gros trucs pour que les gens se rendent compte que... Alors, faire des gros trucs façon Laurie Lag, c'est partir comme ça, sur un coup de tête pour faire une expédition et se retrouver notamment en Islande en mars 2019 pour battre le record du monde de la traversée du deuxième plus grand Glacier d'Europe, ouais. Mais alors, un mastodonte. c'est ça qui est extraordinaire, il y a les photos, c'est-à-dire que tu te prépares à la Washiwasha. Ah ouais. C'est-à-dire que tu vas faire une expédition où des gens vont mettre peut-être 1 an ou 2 à faire une vraie préparation en amont. Toi, tu pars avec 3 bricoles presque. En fait, au départ, moi j'ai la paire de couilles et la tête. Et vraiment, ça s'arrête là. Je suis nul en technique, je suis nul en organisation, Ouais, c'est ce que tu dis. Ouais. je suis nul en logistique et je suis nul en ce qui aujourd'hui est 90% de mon travail. La bonne préparation, la logistique et le côté technique. Je ne l'avais pas du tout à l'époque et j'étais très insouciant aussi. Beaucoup plus, j'ai toujours cette insouciance qui est là, présente, mais moins prononcée en tout cas. Aujourd'hui, j'ai compris que si je pouvais créer un écosystème avec une équipe, de la logistique et tout ça, je pouvais repousser les limites encore plus. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Et donc, finalement, quand je commence, le mec me dit, mais attends, mais tu sais traverser une crevasse? Je dis, bah, j'ai regardé un tuto YouTube. Et le mec me regarde et il me dit, mais t'es complètement marteau. Tu sais que tu vas mourir là. Je dis, mais je vois pas ce qu'il y a de compliqué de traverser une fissure dans la glace. Et en fait, je me rends compte au tout départ que les mecs me donnent du matériel parce qu'ils ont peur que je crève. Les mecs en bas du glacier me disent, non, on te monte pas, on va pas être responsable de la mort. Les 4x4 qui pouvaient me monter un peu sur le début du glacier me disent, non, on veut pas faire ça. Et je disais à tout le monde, les gars, quoi qu'il arrive, je vais y aller, avec ou sans vous. Donc, c'est qu'une question de temps. Alors, Et c'est ce qui se passe. c'est l'objectif, battre un record du monde. Ouais, Record du monde qui était de 16 jours. Non, combien? je sais plus de 15-16 jours, je crois qu'il y a 14 jours. 14 jours, un Italien qui détient le record du monde de la traversée du Vatnajökull. Et puis évidemment, moi complètement débile, je me dis, Je vais faire moi. Je veux détenir le record du monde. Et avec une petite connotation écologique. Sur la première partie, ouais, la première partie de l'aventure, de partir de Reykjavik jusqu'au bas du glacier, il y avait 400 bornes. Et je me suis dit, moi, il y a toujours eu une dimension aussi de dénoncer des sujets qui me sont chers. Là, en l'occurrence, c'était le tourisme de masse. Moi, ça me saoule à un moment donné qu'on prenne une station qui n'est pas une station balnéaire, un spot dans le monde, que ce soit l'Australie, que ce soit l'Indonésie et que ce soit l'Islande, et qu'on en fasse Une poubelle. une vraie déchetterie. Et en fait, j'avais envie de parler de ça et je me suis dit, comment je peux parler sans être désagréable et de par mes actions montrer que je ne suis pas d'accord avec ça, et ben c'est de mener des expés qui sont parfois couplés à ça. Et j'ai couplé le ramassage des déchets sur 400 bornes. J'en ai chié, mais comme jamais. Et je ramassais des pneus. Et puis, c'est fou parce que je le dis aussi dans mon livre, mais ce pays est un pays très propre, extrêmement propre. Les gens font super attention en Islande, quoi. Les gens sont vraiment... Mais dès que tu sors d'un sentier battu et que tu sors des bus de Chinois qui viennent par centaines pour aller faire 2 photos du glacier et machin, ah ben c'est la guerre. Et là, je ramasse des déchets, puis ça commence à déplaire aux Islandais, ça déplaît à plein de gens et tout, puis ça fait parler, ça fait jaser. Puis finalement, je me retrouve sur le glacier, avoir fini ma première aventure et me dire putain, c'était dur, mais c'était vraiment qu'un échauffement, quoi. Ce n'est qu'un échauffement. Tu l'as battu ce record. Et j'ai battu ce record. De 2 jours. Ouais.
de 2 jours. en me perdant. Quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, est-ce que tu peux faire mieux encore que 12 jours? Eh bien ça, tu vois, c'est une excellente question. Et je me suis toujours dit en partant de là-bas que je retournerai là-bas, que je retournerai sur ce glacier mieux préparé et que je pulvériserai une bonne fois pour toutes ce record du monde. Parce que c'est possible. Ouais, je pense que je peux le rentrer en moins de 10 jours. Avec une bonne caisse, une bonne préparation, aujourd'hui, je suis capable de le rentrer en moins de 10 jours et je suis capable de le faire dans le sens le plus large. C'est quand même des vents à 150 km/h qui ont arraché la tente, qui ont pété ma tente, qui ont arraché mes poulkas qui étaient quand même ancrés avec une broche à glace. C'est des conditions très extrêmes. On dit en Islande un dicton que j'ai appris à mes dépens: si tu n'aimes pas la météo, attends 5 minutes, elle a changé. C'est ça. J'ai adoré cette phrase. Je l'ai notée aussi. J'ai adoré cette Elle est phrase. Elle est folle. dans le livre. Et les petits. Ouais. Et puis c'est fou, il y a des voitures, on dirait que c'est des tirs de calache en fait. Et c'est les cailloux qui se sont soulevés avec le vent, qui sont passés à travers les vitres des voitures. T'as la route numéro 1, à un moment donné, tu te dis, mais c'est un pays en guerre ou qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la météo est extrêmement capricieuse. Elle arrache l'asphalte, elle soulève les voitures, elle soulève. Et là où c'est impressionnant, c'est que tu racontes dans ton livre qu'effectivement, la préparation, elle était quasiment... Elle est zéro. Tu te retrouves effectivement dans des conditions extrêmes. Tu as un petit matelas qui est à chaque fois glacé. C'est toutes les 2 super important de minutes. préciser un truc, parce que du coup, maintenant, je suis beaucoup plus regardé, beaucoup plus lu. Bien sûr. J'insiste quand même sur le fait que j'ai un bagage. Que j'ai un bagage dans la survie, que j'ai un bagage sur le mental aussi. Ouais. Et que j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir aujourd'hui qui me disent je vais traverser le Vatnajökull comme toi et tout. Pas de souci, les gars, je vais vous aider, je vais vous donner des conseils. Par contre, comprenez bien que c'est pas du tout une partie de plaisir. Et je le dis dans toutes mes conférences, dans toutes les représentations publiques, ne faites pas ce que je fais. Je ne suis pas le bon exemple. J'ai eu beaucoup de chance pour commencer et j'ai des appétences de base de mon enfance, de la survie, qui me permettent de me retrouver dans des situations dramatiquement dures où je vais m'en sortir. Mais tout le monde n'est pas fait de cette fibre-là et on parle, et je le dis très souvent, hein, et on parle de tous les exploits qui sont faits, on ne parle jamais des gens qui ne sont jamais revenus. Et il y en a, beaucoup. Beaucoup. Et il y a beaucoup de gens dont on ne parle jamais mais qui ne reviennent jamais. Et qui Moi, étaient préparés. avant de partir, il y avait un mec qui a été héliporté parce qu'il a eu une engelure et les 2 doigts coupés. Ouais. Donc, il faut faire très attention. D'un point d'une mesure, c'est accessible l'aventure et il y a quand même, faut bien être préparé, c'est dangereux. Pour cette aventure de la traversée de ce fameux glacier, il y a une petite anecdote du stylo. Tu dis Yes, ne yes. prenez pas de stylo parce que l'encre, évidemment, Mais ouais, gèle. mais c'est ça Non, qui mais est c'est génial, plein de c'est petits ça qui est détails fou. comme ça. J'apprends à mes dépens, bordel. J'apprends que l'encre gèle, Ben oui. j'apprends que j'apprends la toilette, l'hygiène. Personne m'a expliqué comment on allait chier à moins 40 en fait. Et ça, faut en parler. Ça, c'est super dur. C'est les premières questions. Je viens de faire un film avec Mathieu Blanchard où on parle d'un entraînement et d'une découverte polaire pour lui, Wapapunan. Ben, je suis désolé, mais c'est la dimension polaire, c'est une dimension qui est dure. Pas dormir quand la glace craque, le côté matériel, backup du backup. Moi, j'ai perdu une algène, par exemple, un thermos pour conserver mon eau. J'ai dû faire mes 12 jours de record du monde avec 75 centilitres d'eau par jour. Je veux dire, à un moment donné, quand on n'a pas pensé au backup du backup et quand on n'est pas expert dans son domaine, on risque sa vie. Ouais. Donc, j'ai appris plein de choses à mes dépens. Et alors, j'ai appris un truc aussi, c'est que quand on voit sur cette photo, par exemple, où effectivement tu as les bâtons, tu dis que pour économiser une partie de ton énergie, il ne faut pas serrer les bâtons. En fait, c'est plein de petits trucs comme ça. Et ça, ce sera incroyable parce que ce sera le sujet d'un second livre. Puisque je m'apprête à repartir dans un milieu très froid et j'ai décidé définitivement de donner tous mes tips. Et effectivement, j'ai fait un espèce de preview dans ce livre où je dis je donne un tuyau par biotope. Voilà ce qui se passe dans Horizon Extrême. Et les gens m'ont dit waouh, c'est ouf. C'est ouf ce que tu as fait, les schémas sont malades, c'est ouf comme t'expliques, le coup de la tente en fait, comment... Avec bien sûr, les creuser, mais bien sûr. On en apprend vraiment. Moi j'ai vu ça, j'ai dit attends, on va essayer de faire un plan sur... parce que franchement, c'est ouf. C'est vachement bien. Et donc je me suis dit, finalement, je vais sortir mon second livre, et dans mon second livre, ce que je ferai vraiment, qui sera sûr et certain, c'est... Je vais demander à Tim s'il peut faire un plan. Voilà. Là par exemple, à chaque fois,
tu ponctues le livre en mettant effectivement alors il y a des stats hein, évidemment, moins 29 degrés, 130 kilos de Exact. matos, comment tu as réparti le matériel sur l'ensemble de ce que tu tractes, Exact. du fameux traîneau. Et puis il y a à chaque fois, c'est mon instinct de survie qui m'a permis de tenir, etc. Je donne des infos, qu'elles soient réelles, et après je donne des infos techniques. Et en fait, je donne à chaque fois un point technique sur le matériel avec lequel je suis parti, et à la fois un côté conseil, où je donne un tuto. Un tuto, et notamment dans le froid, ce tuto, c'est comment installer sa tente dans un milieu polaire, et comment on va réussir à passer une crevasse, et comment on va réussir. Et donc, je donne cette info-là. Voilà, là c'est le comment passer la crevasse. Ici, en quelques étapes, mes conseils à moi pour donner des informations. Voilà, c'est vrai. C'est incroyable. Et c'est pour ça que d'abord, c'est très bien fait. Et puis, on se dit, oh, mais quelle bonne idée. Le coup de creuser pour installer la tente et pour la protéger tout le monde chaque ne sait côté. Pas ça, finalement. Je me dis, mais oui, évidemment. Et ouais. C'est vraiment un truc. Pas que la tente se soulève, s'arrache et tout. Alors, c'est comme un peu les magiciens, parce que j'imagine que d'autres explorateurs doivent se dire, oh, mais comment tu dévoiles nos trucs et tout. Il n'y a plus de magie après. Tu peux pas dire ça. Non. Mais en même temps, il faut démystifier ça. Ouais, bien sûr. Il faut démystifier ce concours et tout ça. Et voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, autre expédition, juin 2020, l'opération Baraka. Alors, celle-là aussi, 245 km dans le désert du Sahara pour rejoindre la dune hurlante. Là, tu galères aussi quand même. T'es pieds nus, 11 jours où il fait 50 degrés, tu as 110 kg de matos à tracter et tu as décidé de le faire avec une petite charrette en fait. Ouais. En fait, la particularité de mes expéditions, c'est que je fais quand même beaucoup de choses à la force de l'homme. Donc, j'essaye, comme on le voit sur les images, d'utiliser ni animaux, ni moyens motorisés, ce qui fait que ça réduit considérablement le champ des possibles. Mais je trouve que le mérite est bien plus grand et que là, voilà, c'est ma manière à moi de vivre mes aventures pour l'instant. J'arriverai peut-être là, tu t'es un peu plus préparé. Ouais, non, là, ça va, grosse caisse. Puis les milieux subsahariens, je suis plus issu des milieux subsahariens tropicaux que des milieux polaires. Ah, j'allais te demander. Donc c'est pour ça que j'ai plus de facilité en Amazonie ou dans un désert et que ça a été plus laborieux effectivement dans les milieux polaires. Et j'ai fait beaucoup de masterclass, mais oui, ça a été enrichissant. Mais c'est extraordinaire. Moi, j'ai appris un truc, c'est qu'il n'y a pas de ligne droite quand tu es dans le désert. Tu dois avancer en faisant une sorte de zigzag comme ça. On dit que les distances sont multipliées par 3. En fait, si tu fais un vol d'oiseau, c'est comme en forêt amazonienne. Là où tu fais 5 km en une journée, tu en fais 1 en Amazonie. Donc en fait, il y a des ratios comme ça qui sont très violents, très durs. Et effectivement, qu'on apprend à ses dépens. Et le désert, effectivement, il faut passer à travers dunes, il faut passer les tempêtes de sable, ce qui est très dur, c'est qu'aussi, on n'a pas d'objectif. C'est comme dans le polaire, en fait. À un moment donné, quand on tombe sur un désert à perte de vue, il n'y a pas d'objectif. En fait, on ne peut pas avoir la notion de je vais là-bas. Ça, psychologiquement, c'est très dur. Comme dans l'enfer blanc, là où je retourne, il n'y a pas d'objectif. En fait, il n'y a pas de cabane, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas de point de repère. Il n'y a pas de point de repère, donc c'est très dur, en fait, sur le travail qui ronge le mental. Mais voilà, moi, ma particularité, c'est effectivement, encore une fois, d'évoluer dans tous les biotopes différents. Et tu galères parce que tu vas casser la carriole, parce que tu te prends une pierre. Quand on voit les étendues comme ça, on se dit, mais comment tu peux percuter un rocher à un moment donné Mais en fait, il faut savoir aussi une chose qui est très importante dans le désert, c'est que nous, en tant qu'Européens, on a une projection du désert où on voit que des dunes à perte de vue, alors qu'un désert, c'est 60-70% de terrain rocailleux, de cailloux, de terrain vallonné, et la dune n'est qu'une petite partie du désert. Donc, on casse son matériel et on s'use bien plus sur le reste du terrain. Et les écarts de température? Les écarts de température sont magistraux. On peut aller de plus 60 la journée, moi j'ai déjà eu plus 60, à parfois moins 10 degrés la nuit, ce qui fait que l'équipement doit avoir cette flexibilité-là aussi. Ouais. En tout cas, ça forge quand même. Ça forge un mec. Hein, on est d'accord? On est d'accord. Tu parlais tout à l'heure du fameux, ce fameux enfer blanc. Ouais. C'est ce que tu as appelé, toi, l'enfer blanc au Canada, l'œil du Québec. Alors, l'œil du Québec, qui était une aventure que j'ai fait avec Mathieu Blanchard en début d'année dernière, ça s'est passé il y a 1 an tout juste, était vraiment, pour moi, plus un entraînement. Et c'est pas ça l'enfer blanc. L'enfer blanc, c'est vraiment les pôles ou les déserts polaires. Et encore qu'en Norvège, même le désert de Sarek, il est vallonné, on voit de la montagne. L'enfer blanc, pour moi, c'est la banquise.
C'est là où je suis déjà allé et là où je retourne, puisque j'y retourne dans très peu de temps. C'est du blanc À perte de vue. à perte de vue. À perte de vue, et tu peux faire 1000 km, c'est encore blanc. Et ça, c'est l'enfer blanc pour moi. L'enfer blanc pour plein de raisons différentes. Les températures sont extrêmes. Au Canada, avec Mathieu, il a fait des -40 et tout, mais on s'y habitue facilement. Ça peut paraître fou, mais c'est vrai, le corps s'habitue bien. Mmh. Là où je vais, il va faire... aujourd'hui, là, il fait température -51. Donc l'enfer blanc, c'est un mélange de température, de vent, de dimensions. Là, c'est l'évolution sur la banquise, c'est les ours, c'est les loups, c'est la solitude qui est complètement différente puisque je repars en solitaire. Tu expliques dans le livre comment faire attention aux prédateurs et faire en sorte que Mais je mets un tuto. Exactement, comment ton camp de la toile de tente est suffisamment espacé de tout le reste du matériel pour ne Exactement. pas inciter les animaux, les bêtes J'explique sauvages. tout ça dans les différents milieux, dans le polaire, dans le Mmh. chaud, dans le froid. Mmh. Voilà, j'essaie de donner des informations ludiques à celui qui va vouloir se lancer. Mmh. Et c'est vrai que Mike l'a peu fait, maintenant il sort des tutos YouTube et tout ça, mais avant il donnait rien du tout comme information. Et donc j'avais envie de démocratiser ça. De toute manière, on n'est pas tous égaux et on ne fait pas les mêmes aventures. Donc Mmh. pourquoi ne pas partager ces informations-là? Mmh. Je sens l'excitation Ouais. chez toi. Tu as dit, hein, il y a quelques secondes, là, tu as dit, je repars bientôt, et on sent bien que ça te titille grave, que tu as envie de te confronter aux éléments quand même. Ouais, moi je traverse quelque chose de très dur personnellement dans ma vie actuellement. Mm. Et pour moi, il n'y a pas d'autre moyen que d'affronter la nature, que de m'affronter moi et de repartir dans cette introspection pour réussir à passer à travers ce moment de vie douloureux. Tu veux bien nous en parler ou... Ouais, la perte de mon papa, finalement, il y a un immense cheminement qui a été effectué entre le moment où j'ai vécu une enfance difficile et puis aujourd'hui. On s'est rabiboché, il est venu à l'autre bout du monde, il m'a accompagné, j'en parle dans mon livre. Mm. Il est venu au Laos et on a vécu des choses ensemble. Et puis jusqu'au jour où je lui ai dit, le jour où tu veux vivre le dernier chapitre de ta vie et vivre ton rêve en achetant un bateau, ben, je serai là. Puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait acheté son bateau. Et puis je lui ai dit, écoute, donne-moi un rendez-vous et puis j'arrive. Puis on a traversé l'océan Atlantique ensemble, on a fait une transat, tous les deux sur un bateau. Et c'était certainement le plus beau moment de ma vie avec lui, à ses côtés. Combien de temps? 14 jours. Donc une transat assez record quand même. Oui, parce que tu le dis dans les livres, hein, il y a eu quand même des J'ai eu moments d'autres transats, difficiles. Hein. j'ai d'autres navigations qui ont été bien plus laborieuses. Mais voilà, il y a cette dimension où on est devenus copains et le moment où on commence à devenir copains, c'est-à-dire 25 ans plus tard, c'est le moment où il va mourir. Mon père est malade et il est atteint d'un cancer du pancréas stade terminal. Et donc c'est très douloureux parce que le moment où je peux profiter de lui, ben, on me l'enlève. Et j'ai fait le choix de partir en expédition. Ça fait 14 mois que je le sais. Moi, je savais qu'il était déjà malade. J'avais déjà des a priori. Et voilà. Mais là, c'est concret, c'est le terrain, c'est les signaux, c'est tout ça. Et donc, je lui ai dit, bah, tu sais que je vais partir quand même. Hein. Tu sais que je vais quand même partir. Je vais quand même mener mon expédition. Est-ce que tu es d'accord? Et tout, il m'a donné l'autorisation de partir à l'autre bout du monde. Et ce sera certainement une des plus grosses expéditions et une des plus grosses aventures de ma vie pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, parce que c'est celle qui coûte le plus cher, pour laquelle on réalise un documentaire énorme, avec un staff énorme, avec une levée d'argent assez impressionnante. 2 questions, Laurie. Que légitimement, certaines personnes qui nous regardent vont se poser. Pourquoi ne pas avoir attendu avant de partir? Je parle de ton départ de voyage. Pourquoi est-ce que tu n'as pas attendu le départ de ton papa pour ça? La vie est un long cycle, finalement. Il y a le cycle de la nature, et qui fait qu'en fait, je ne peux aller sur la banquise qu'à ce moment de l'année, sinon je suis obligé d'attendre un an. Et donc, qui est un cycle naturel. Et puis, il y a le cycle de l'autre nature, de la vie et de la mort. Malheureusement, si je commence à faire des choix en fonction des autres, je n'avancerai pas dans ma vie. Donc, je dois faire mes propres choix avec son accord, avec l'accord de toute ma famille. Je pars.
et je dois pouvoir être rentré chez moi en 72 heures où que je sois. Donc c'était un gros challenge, dans un sens comme dans l'autre. Et à la fois pour mon bien-être personnel, profond, j'ai besoin de partir là-bas. J'ai besoin de transcrire ma peine, ma rage, ma violence sur la banquise, sur le terrain, de me confronter à cette difficulté, à cette douleur en fait finalement que personne ne se refuse, que tout le monde se refuse pardon, à vivre. Moi j'ai envie d'aller la voir et de lui dire que je ne vais pas me laisser faire. Et je ne vais pas me laisser faire et, et je pourrais attendre chez moi. Et quoi? Et tomber en dépression et attendre que mon papa parte, Tu pourrais aussi te pleurer, dire, l'enterrer et oui, me dire et qu'est-ce que j'ai fait? En fait maintenant il me reste encore 1 an avant qu'il se passe quelque chose. oui, bien sûr, Est-ce que mon père veut ça pour moi? Je crois pas, déjà d'accord, pour commencer. d'accord. Est-ce que moi je veux ça pour moi? Moi je suis persuadé que non. À un moment donné j'ai eu un gros doute et puis clairement plus on a avancé dans les statistiques, plus il est évident que mon papa risque de partir pendant que je serai en aventure. Donc pour moi c'est évident. Est-ce que c'est pas là le second traumatisme qui pourrait ensuite te faire encore plus de mal que les premières Moi années de j'ai ta vie? vécu ce que j'avais à vivre avec mon père. Ok. J'ai traversé l'océan Atlantique avec lui, j'ai fait des choses que même sans être mourant, la plupart des gens au monde ne sont pas capables de faire. C'est facile d'avoir des grands discours en fait, de dire peut-être que, et ça, t'es un mauvais garçon, t'es un mauvais fils. Peut-être, mais moi, j'emmerde la plupart des autres gens. J'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit à part à ma famille et à Mm. moi-même. Mm. Et à partir de là, je sais que je suis carré. Et c'est important pour moi aussi de transmettre aussi cette manière de réfléchir. C'est que c'est facile de critiquer, c'est facile d'avoir un jugement, c'est facile de dire qu'on n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce que toi, dans ton canapé, tu es capable de faire? Et qu'est-ce que tu mets en œuvre alors que ton père est encore vivant? Rien. Donc ce n'est pas une excuse et je ne crois pas en fait que se cacher derrière une difficulté, ça c'est facile. Et avoir un avis, c'est facile. Ce qui est dur, c'est traverser l'océan Atlantique avec son père de son vivant. Ce Mm. qui est dur, c'est mettre 25 ans à essayer de pardonner à son père et de trouver un chemin d'entente avec son fils. Ça c'est dur. Et c'est tous les jours ce combat qu'il est et pas dans un choix de dernière minute. Ça, je ne suis pas d'accord. Et je ne serais pas d'accord sur la globalité de la discussion. Tu as dit le mot pardonner. Ouais. Est-ce que tu as pardonné à ton père? Moi, j'ai pardonné à mon père. Ouais. J'ai pardonné à mon père et puis même on est copains, je veux dire. Et puis on a une famille qui est très soudée, donc c'est des décisions communes. Moi, le reste des gens qui me regardent sur les réseaux et qui regardent Bien mes sûr. interviews, je veux dire, ils donnent pas d'argent à mes enfants pour remplir le frigo. Je n'ai que faire. Et si j'avais écouté un 10 millième des personnes qui m'ont suivi dans ma vie, je n'en serais absolument pas là devant toi à pouvoir parler de tout ça. Les 14 jours que tu as passés avec ton père à naviguer, à faire cette traversée de l'Atlantique, est-ce que tu as envie d'écrire sur ce que vous vous êtes dit, sur ce que vous avez échangé? Non, parce que c'était un moment qui était coupé, hors du temps. Et j'ai envie de. Et puis, j'ai écrit finalement, puisque je lui ai. Pour la petite anecdote qui est assez folle, c'est que j'ai écrit un livre dans lequel il y a une lettre qui est dédiée à mon père, J'ai vu. Padré. Padre, et pour, pour, pour laquelle il n'était au courant de rien. J'ai édité ce livre à 10 000 exemplaires, et je lui ai donné un exemplaire, et je lui ai dit voilà, j'ai écrit un livre, et dedans, je t'ai écrit un mot qui a été tiré à 10 000 exemplaires. Et, et ce mot, il est juste d'un humain à un autre humain, d'un fils à son père, comme je pense il en existe beaucoup dans le monde. Et j'ai envie aussi justement de montrer qu'avec la volonté et avec des essais, avant d'en arriver là, j'ai fait 1 million d'essais qui n'ont pas marché. Et avec cette volonté et cette détermination, ben, je me retrouve à écrire une lettre à mon père qui n'a jamais lu et à lui dire merci. Tout le monde se pose la question de savoir de sa réaction. Mon père a eu la plus grande des réactions. Il m'a dit mon fils, je t'aime. Tu as toujours été un garçon différent. Tu es un bon fils et tu es un bon père. C'est QFD.
Je crois que tout est dit. Par contre, il ne t'a pas dit, on en parlait un peu en off, ça me touche beaucoup ce que tu dis, je trouve ça très, très, très touchant. Il t'a pas dit qu'il était fier de toi. En fait, la reconnaissance, c'est encore autre chose. La reconnaissance, on essaye de l'avoir de plein de manières différentes. Mon père n'a... J'ai embauché mon père à 2000 balles par mois dans un mi-temps pour qu'il me regarde, avec une boîte qui faisait 2 millions de chiffre d'affaires. Et même là, il ne s'est rien passé. Quand je dis que j'ai fait des essais, c'est que je me suis battu très fort en fait. Je me suis battu très fort et je crois que la seule manière de donner des leçons, c'est d'inspirer. Et moi, j'ai montré la voie à mon père pendant 20 ans de ma vie, de ce que j'étais capable de faire, à quel point je ne m'essoufflais pas, et à quel point j'avais réussi à transformer tout ça en quelque chose de beau. Et heureusement, grâce à lui aussi, d'accord, parce que lui a travaillé, mais je ne lui ai pas laissé le choix. Moi, je ne crois pas que cet espace-temps ait une signification négative. Justement, elle doit nous permettre d'actionner. Et moi, je dis toujours à mes enfants, aux gens qui m'entourent et tout, je dis toujours, qu'est-ce qu'on en a à foutre finalement que l'autre ne soit pas à la hauteur de tes espérances ou qu'il ne soit pas capable de faire le boulot? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Fais-le, ferme ta gueule. Fais-le. Si tu penses que tu as les capacités d'être supérieur, d'être plus intelligent, on s'en fout de ton ego mal placé. Fais le taf. Fais le taf, ne t'essouffle pas, continue encore, et tôt ou tard, ça portera ses fruits. Et moi, quand je regarde mon père, il me dit, tu t'es battu comme un lion. Qui veut aller sur un bateau avec celui qui a traumatisé sa vie, qui n'a jamais regardé, et à la fois, et quand je finis cette traversée, qui me regarde dans les yeux et qui me dit, mon fils, on a réussi, et qu'on ne parle pas de la traversée de l'océan Atlantique. Tu le dis dans le livre. Mais moi, je suis désolé, voilà, c'est bon. J'ai pas besoin de tous les jours qu'on me dise qu'on m'aime. J'ai besoin de ça. Et aujourd'hui, les grandes conversations, il n'y a pas longtemps, je faisais un portrait dans une grande chaîne. Sur TF1. Sur TF1. Et mon père a détesté le portrait. Et mon père, ce que je dis, c'est très intime. Mon père ne m'a pas décroché pendant 3 jours, le téléphone. Parce qu'il a vu ta vulnérabilité? Parce qu'il a vu comment je parlais de lui, parce qu'il a vu en fait comment il n'a pas sorti cette histoire du contexte qui s'est passé il y a 20 ans, que je raconte tous les jours et on est tous au clair là-dessus dans un quotidien, mais de le voir, ça touche sa pudeur. Il ne me parle pas pendant 3 jours. Et en fait, le premier soir, je suis anéanti. Je suis anéanti parce que je vais partir en expédition pendant 90 jours et mon père ne me parle pas. Il ne me parle plus, il me refait le coup. Et en fait, au bout de quelques heures, la colère prend le dessus. Et je lui dis, et d'un, tu vas pas finir comme un sale con. Et de deux, je vais te dire quelque chose. On ne peut pas être fier de son fils que quand ça nous fait du bien. Moi, je suis ton fils, en fait. D'accord? Aujourd'hui, ça te déplaît. Et quand je remplis une salle de cinéma de 600 personnes parce que je fais quelque chose de beau et que je fais un documentaire et que ça te plaît, tu es fier de moi, et le lendemain, devant 3,8 millions de personnes, le portrait ne te plaît pas, tu ne me décroches pas le téléphone. Je dis, mais ça ne va pas se passer comme ça. Je te le dis que ça ne va pas se passer comme ça. Et d'un, tu vas me respecter. Et de deux, tu vas ravaler ta fierté de merde et tu vas comprendre que je suis ton fils. Donc, ça c'est encore un sujet qui était très présent. Et il a très bien réagi. Et il a décroché et il a dit, concentre-toi sur ton expédition et machin, et tu as raison et machin. Et heureusement, c'est pas un vieux con. Mais il faut rentrer dans la gueule des gens de temps en temps, intelligemment. Il faut dire la vérité aussi. Il faut dire les choses qui font du mal. Et moi, j'ai traversé l'océan. Mon père m'a appris à naviguer. Donc voilà, quand je fais un livre qui est tiré à 10 000 exemplaires, c'est un succès, et que mon père, il voit son truc dedans, et qu'il pleure à chaudes larmes, et qu'il me dit, mon fils, tu es tout ça, et qu'il est fier, le lendemain, tu ne peux pas en fait me sortir de ta vie parce que tu es plus fier de ça. Non, ça ne marche pas comme ça, la vie. La vie, c'est assumer les gens pour les bons et les mauvais côtés. Et voilà, et des mauvais côtés. Et la presse s'en mêle. En plus, quand la presse s'en mêle, c'est encore autre chose. Les médias, c'est différent. On peut faire ce qu'on veut avec ce qu'on dit comme interview. Là, on peut prendre des moments, les cuter et puis en faire quelque chose de désastreux. Voilà. C'est pas grave en fait, c'est comme ça. Si nous on a confiance les uns en les autres et on a passé toute notre vie à essayer de se faire confiance, mais voilà, on doit être carré sur ça. Et c'est pour ça que moi, le plus grand des combats, il se passe en off.
Et c'est pour ça que je réalise aujourd'hui, et là, ce soir, je diffuse ma série documentaire sur le off de mon expédition. Et en fait, j'ai juste envie de montrer au monde à quel point c'est dur. Moi, ça fait 6 mois en fait que je dois faire des milliers de kilomètres pour voir mon père mourir, que je lui ai dit au revoir 20 fois sans jamais savoir si j'allais le revoir, qu'à côté de ça, j'ai 2 enfants qui sont la vie, que je dois mener à bien, que j'ai une femme que j'aime, que je dois combler, que je dois trouver 1 million d'euros pour mener à bien mon expédition, que je dois gérer 20 personnes. Et en fait, c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est ça, c'est pas les belles photos, les beaux trucs. Et moi, j'ai décidé de casser les codes en faisant une série documentaire qui raconte la vraie vie. La vraie vie de la vie d'un aventurier, de ce qui se passe à l'inside, des difficultés, des larmes, des disputes, de ce qui se passe vraiment sur le terrain et ce qu'on ne voit pas. Et je me suis dit, j'en ai rien à branler de montrer, ouais, je suis plus fort, je suis plus beau, j'ai réalisé 2 records du monde. Oui, peut-être, il faut en parler, bien sûr, c'est un but, c'est un objectif, c'est un défi, c'est très important. Mais par contre, tous les gens qui sont autour, tout ce qu'on vit, qui est finalement l'histoire de tout le monde. Tout le monde a un différend avec un de ses parents, tout le monde pleure quand quelqu'un s'en va, tout le monde s'est divorcé, tout le monde a aimé quelqu'un. Mais c'est ça la vie en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour clore le chapitre avec ton papa, j'ai l'impression que tu as tourné la page. Est-ce que tu as bouclé la boucle? J'ai tourné la page et je l'aurai bientôt définitivement tourné. Mais pour moi, les expéditions sont simplement une forme d'art au service de mon accomplissement personnel et à quel point ça peut servir aux autres, à quel point, et j'ai envie de partager ça, j'ai envie de montrer l'exemple. Et moi, là, tout est fini depuis bien longtemps, mais il y a toujours, encore une fois, c'est fini pour un tel, et peut-être que ça ne l'est pas pour les autres, et comment, en fait, on arrive à homogénéiser tout ça et à regarder ses propres parents, ses frères, ses sœurs, ses enfants, en étant au clair dans cet écosystème. Et aujourd'hui, les expés, les films, les livres me permettent de réaliser tout ça. Alors Mike Horn, juste un mot sur Mike Horn, qui a préfacé encore une fois ton ouvrage. Il a deux grandes filles qui sont également sportives, qui essaient aussi d'exister, parce que porter le nom de Horn, c'est pas facile. Annika et Jessica, que je connais très bien. Exactement. Lag et Lagardère, ça sera sans doute aussi un nom qui sera difficile à porter, peut-être pour les filles que tu as. Exact. Quelles sont les valeurs que tu leur inculques? Moi, je suis un garçon assez simple. Je suis un homme qui vit simplement et qui est bien conscient de la chance qu'il a, c'est-à-dire d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir un toit. Moi, je suis reconnaissant en la vie déjà. Et donc, j'éduque mes enfants avec la plus grande des simplicités. D'abord, c'est la nature. C'est là où on vit. C'est l'écosystème dans lequel on évolue. Je ne comprends pas vraiment cette dimension des écrans, cette éducation à travers les TikTok, à travers les Instagram. Ce n'est pas quelque chose sur lequel j'éduque mes enfants. Mais tu t'en sers? Je m'en sers, c'est un moyen de communication comme un autre. Mais par exemple, ça choquera peut-être les gens, mais je ne gère pas mon Instagram. Je n'ai vraiment pas du tout que ça à faire en fait en allant sur Instagram. J'ai des gens qui gèrent ça pour moi parce que mon temps aujourd'hui, le temps que j'ai décidé d'avoir dans la vie est trop précieux pour le perdre. Ce qui fait que j'éduque mes enfants avec le sens des priorités. Le plus important, c'est la famille, coûte que coûte. Même si tu pars 90 jours pour risquer ta vie? Ouais. Le plus important, c'est la famille. Le plus important, c'est comment on est soudés, les histoires qu'on se raconte. Et moi, je pars 90 jours sur la banquise de ma famille, mais je suis 80% de mon temps dédié à mes enfants. Je n'ai pas d'autre boulot que ça dans la vie. Je suis papa et explorateur. Je ne fais que ça. Et c'est dans l'ordre? Pardon? C'est dans l'ordre, papa et explorateur. Je suis papa et explorateur. Mon métier d'aventurier me prend beaucoup de temps peut-être, mais moi, quand je rentre chez moi, je suis 100% dédié à mes enfants. Elles ont 6 et 8 ans, elles sont conscientes des risques? Non, je pense pas. Je pense que finalement, qu'est-ce que c'est à cet âge-là, si ce n'est parler des ours, des loups, des baleines, des dauphins et tout, ben oui, ça, elles ont conscience de ça. Je les ai beaucoup emmenées aussi, je les emmène beaucoup. Elles naviguent avec moi, elles vont à la montagne avec moi, elles me rejoignent sur mon expédition. Voilà, ça fait partie des priorités aujourd'hui. Les sponsors, ben voilà, moi j'ai besoin de 50 000 euros pour faire venir ma famille. C'est très important pour moi. Elles vont venir au pôle Nord, voilà, c'est assez fou, quoi. C'est une dimension dans laquelle il y a quelque chose de féerique, de beau, d'aventure, et c'est la vraie vie. Donc
J'ai envie de partager ça avec elles, j'ai envie de leur montrer aussi ce que c'est la nature, ce que c'est la beauté du monde, ce que c'est aussi pourquoi je le vis et pourquoi, voilà. Et mes filles pleurent à chaudes larmes quand je pars de chez moi. Et c'était hier, je suis parti de chez moi hier, c'était, c'était terrible, on ne peut pas imaginer à quel point c'est dur. Et à la fois, je suis tellement focus dans ce que je veux entreprendre dans ma vie que ça devient beau d'un Elles coup. peuvent te suivre à tout moment dans ton expédition? C'est-à-dire elles peuvent Bah, j'ai des codes en après. visio, en machin? Non, Non, on non, peut pas, non, c'est non, non. impossible ça? Non, j'ai des codes, je donne des signes de vie tous les 3 jours à ma famille. Et après, si je m'arrête dans un village, j'essaie de les appeler. J'ai un téléphone satellite, j'ai des moyens de communication et Mm, tout, mm. mais très peu. Et après, elles vont me rejoindre pendant une semaine. Je coupe en deux mon expédition, je prends une semaine pour être avec elles. C'est la classe d'avoir un papa explorateur, non? C'est la Aventurier. classe quand on va à l'école avec un livre. Je les ai vus ramener dans leur cartable mon livre qui pèse une tonne et tout. Et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que vous faites, les filles? Elles sont tellement fières, c'est génial. Et qu'est-ce Et, qu'elles mettent dans les... Tu sais, il y a la petite fiche qu'on remplit quand on va à l'école. et ouais, aventurier, Profession du ça père. c'était Elles mettent génial. aventurier? Ouais, non, ça c'était génial, profession, aventurier. Et donc, non, non, c'était génial. Après, voilà, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a toute la belle partie, puis il y a tout le off aussi. Bien sûr, bien Voilà, sûr. de la difficulté d'éduquer des enfants dans cette dimension-là avec beaucoup d'absence. Il faut l'assumer. Ouais, ouais. Voilà. Ce million d'euros, il est bouclé? Ce million d'euros est bouclé. Ah ouais, C'est vrai? heureusement. Ouais, ouais, là, on est sur le départ, hein, puisque moi, je pars vendredi. Ah ouais. Donc, on est dans les startings. La dimension de ma prochaine expédition, elle a une double connotation, puisque justement, je parle de la mort d'un être cher. J'ai la chance de pouvoir être accompagné à la réalisation par quelqu'un que j'ai rencontré qui est exceptionnel et pour lequel nos histoires cheminent. On a un parcours assez similaire. Et du coup, on va partager un bout de cette aventure ensemble à notre manière, chacun, moi sur la glace et lui à la réalisation. Et on y parle finalement de cette double tentative de record du monde puisque moi, mon parcours à moi, c'est de partir du détroit de Bering pour aller rejoindre les dernières îles face au Groenland, et donc de réaliser plus de 3500 km à ski kite en solitaire. Et l'idée, c'est de réaliser un documentaire sur l'aventure, évidemment, mais aussi de ramener un film qui ira au cinéma sur le deuil, la gestion du deuil qui est propre à soi, qu'est-ce qu'on fait, la tristesse, ma manière à moi de partir à l'aventure, d'affronter ça, et puis sa manière à lui, peut-être, d'avoir affronté ça d'une autre manière. Et, et de m'échapper un petit peu des sentiers très puristes du documentariste et de raconter une histoire qui parle à tout le monde, je pense. S'éloigner de sa famille, le pourquoi, s'accomplir dans sa propre quête, mais pourquoi euh, pour rentrer meilleur. Moi, je dis très souvent, je suis la locomotive de ma famille. Derrière, il y a tout un tas de wagons. Il y a les enfants, il y a la relation amoureuse, il y a l'argent, le business. Le problème, c'est que si tu mets pas le bon kérosène dans la locomotive de tête, c'est tout le train qui s'arrête. Aujourd'hui, mon kérosène, c'est l'aventure. Et c'est ce qui me permet d'être un meilleur homme, un meilleur fils, un meilleur frère, un meilleur parent dans ma vie de tous les jours. Et c'est comme ça que je m'accomplis et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Peut-être que ce sera différent plus tard, mais aujourd'hui, ça marche. Est-ce que tu considères, Laurie, pour terminer, que c'est peut-être l'expédition, j'allais dire peut-être la plus importante, ou en tout cas la plus, je sais pas. C'est certainement une des expéditions les plus dures de ma vie, personnellement Ouais, ça. et physiquement Émotionnellement. et émotionnellement. À plein de niveaux, oui, c'est une des aventures les plus engagées, pour laquelle je me sens extrêmement prête aussi. Donc c'est quand même 14 mois de préparation, effectivement, des centaines de milliers d'euros. C'est tout un staff qui est derrière, hein. Je crois qu'il y a presque 5 à 10 personnes qui travaillent constamment, que ce soit les équipes de prod, que ce soit les assistants, que ce soit la logistique. C'est énorme. Les filles hors en savent quelque chose. Mais voilà, c'était une volonté d'être là et donc du coup de me retrouver et seul face à affronter ma vie, mes émotions, mes sentiments et puis les éléments et puis être focus sur tout ça. Donc c'est une très très belle expé en devenir. C'est là qu'on se dit qu'effectivement, il y a cette force de caractère, hein, qu'on ressent bien chez toi, dans le sens où, quand on imagine, quand on s'engage dans une aventure comme ça, on doit être focus 100% sur Ouais. l'aventure. Et le fait d'avoir des émotions extérieures, et notamment cette émotion-là, à laquelle tu risques d'être confronté, Clairement. on peut imaginer que ça sera compliqué. Ce qui est fou, c'est que je disais à ma famille quelque chose d'assez assez fort et aux gens qui m'entourent,
c'est que je disais, pour l'instant, je suis capable d'encaisser, mais arrivera un moment donné, je mettrai un genou à terre. Et il faudra que vous soyez là. Aujourd'hui, c'est dur, pour plein de raisons, mais je suis capable d'encaisser ça. Et ma manière à moi de décompresser, de justement faire péter la soupape, c'est de partir à l'aventure. Mais voilà, c'est très dur. Je contrôle énormément mes émotions, je contrôle énormément ma façon, ma progression, les déchirements, les gens qui pleurent autour de moi. Et voilà, et je pense que on retrouve un petit peu tout ça dans le livre, effectivement, aussi. Horizon extrême, ce livre est magnifique. Les photos, tiens, regarde, j'ouvre, boum. Voilà. On est où là déjà? En Afrique? On est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, hein. Ah, c'est ça, voilà. Ça c'est superbe. C'est un très très bel ouvrage. C'est une très belle idée de cadeau en plus. Et Ouais. peut-être susciter des vocations. Ah oui, mais j'espère. Ça serait fou. Il existe des écoles de formation ou des Non, pas trucs vraiment. d'aventuriers, non Moi, je fais des stages de plus en Ah, il y a des plus, stages, ouais. mais voilà, je fais des Et des stages en conférences. Amazonie. Et des conférences, ouais, de plus en plus, j'essaie de partager mon expérience, que ce soit pour le dépassement de soi ou que ce soit aussi pour le côté business, parce qu'il y a quand même une grande dimension Ouais. d'entrepreneuriat là-dedans, hein. Donc, comment trouver un modèle économique viable dans un business naissant. Bon, t'as quand même une sale tronche, hein. J'ai fait cette photo à moins 66, proche du pôle Nord, donc effectivement, j'avais pas la plus grande dépêche. Là, il n'y a pas de filtre Insta Non, ou de. y a pas de filtre non, Insta, là. on est sur du brut, hein, comme on dit. Bon, parfait. Merci infiniment, Laurie. Merci à toi de m'avoir reçu, c'était super cool. Merci, merci. Bonne chance pour l'aventure. On va suivre tout ça. Comment on fait d'ailleurs sur les réseaux? Les réseaux sociaux, essentiellement, alors c'est très particulier puisque moi je donne des nouvelles par liaison satellite. Ouais. Je l'envoie à mes équipes et mes équipes publient une fois tous les 3 jours la progression, mais pas de photos, ça se suit comme ça au compte-gouttes. Fais-moi une promesse. Une promesse. Ah, je fais rarement de promesses. Fais juste un petit clin d'œil à ABC quand tu es là-bas. Ouais, si tu veux. Tu veux bien? Ok. Tu marques dans la neige ABC. Ok. Avec Ah, un mais petit c'est clin d'œil comme ça. Ok. C'est vrai? Ouais, pourquoi Promis? pas. Ouais. Ah, super, super. En tout cas, évidemment, tu as évidemment d'autres choses à faire et, Non, non, et mais- d'autres émotions à gérer. Mais merci infiniment d'être venu. Merci à toi. Partagez évidemment cette émission, commentez. Je suis convaincu, elle a duré plus d'1 heure, qu'elle a suscité évidemment beaucoup de choses dans vos ressentis, dans l'être humain que vous avez en face de vous et qui est venu se dévoiler pendant cette heure. Et j'ai été très très heureux de l'accueillir. On va suivre tout cela. Et évidemment, on fait un petit clin d'œil à toute sa famille. Salut à tous, merci de votre attention et merci de nous avoir suivis. À bientôt. Salut tout le monde.